What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Je savais qu'elle allait rigoler. En plus, c'est en trop, c'est parce que j'ai un youtubeur que j'aime beaucoup, qui l'a fait tout le temps. Ah, mais je crois voir qui c'est, mais je me rappelle plus de son nom. Ah ouais? C'est qui? Tu vois pas c'est qui? Vas-y, dis. Tu peux pas avoir c'est qui? Vas-y. C'est Chris Bumstead. Je pense que c'est possible que je... Sérieux? Je crois. Ah ouais? À part si tout le monde fait WhatsApp YouTube, j'espère que vous allez bien. Non. Du coup, what's up YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Floriane Bonjour. Fovaria, la chaîne. Et c'était pour faire sa vidéo, son micro-banc. Plutôt micro-chaise aujourd'hui, Oui, j'ai envie de dire. Micro-chaise. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour questionner les personnes que je rencontre sur leur vision des croyances. Et du coup, j'en profite pour faire l'épisode 3 de conversation avec Rodrigue. De temps en temps, du coup, je fais des vidéos où je pose des questions sur tout et n'importe quoi avec des gens sur des sujets complètement random. Et du coup, j'en profite aujourd'hui pour faire l'épisode 3 avec Floriane. Présente-toi. Alors bonjour, moi c'est Floriane, j'ai 19 ans. J'ai une chaîne YouTube qui parle un peu de politique, philosophie ou autre. Et je suis en études de psychologie. Ah, ça m'intéresse. Déjà, j'ai plein de questions qui arrivent dans ma tête. Comment t'as commencé ta chaîne YouTube? Alors c'était il y a très longtemps, j'étais en 5e. 5e? J'étais en 5e. Et maintenant je suis en études supérieures. Donc, 5e. Et au début je faisais vraiment juste des activités manuelles parce que j'aime beaucoup l'art. Ouais. Donc je faisais des petits tutos. Je sais pas si tu connais la pâte Fimo. Mais c'était... je faisais des petites créations en pâte... ouais, ça ressemble à de la pâte à modeler, mais en plus stylé quand même. J'espère. On ne juge pas. On juge pas. Et après, j'ai commencé un peu plus à me poser des questions philosophiques, sociétales quand j'ai grandi au collège. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas les partager sur ma chaîne, essayer de me créer une communauté avec des gens qui aiment bien se poser beaucoup de questions sur la société et pouvoir échanger. Et c'est là que j'ai commencé à faire des vidéos plus sujets sensibles ou autres. Ok. Et comment, à quel moment, c'était quoi le truc qui a fait que tu as commencé à te poser ce genre de questions? À quel moment c'était? Est-ce qu'il y a eu un événement, un truc, ou c'est juste arrivé comme ça? Alors, je dirais que dans l'évolution de l'humain, en général, quand on est petit, c'est vrai que notre monde, c'est juste la cour de récréation et notre famille. Et moi, c'était vraiment comme ça, c'était la cour de récréation, c'était mon seul monde. Et au final, quand on commence à s'intéresser à comment fonctionnent les rapports de force, même au collège ou au lycée ou autre, eh bien, parfois, on a tendance à élargir notre réflexion et à voir peut-être que certains schémas de domination, je sais pas, sont aussi étudiables à grande échelle. Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser justement à la politique plus en général, aux rapports de force en politique, etc. Et on peut voir que justement, le collège, c'est un peu comme des mini-sociétés et c'est assez intéressant. Ok. Et pourquoi, du coup, les études que tu as choisi de faire, c'était en relation par rapport à ça, aux questions que tu avais commencé à te poser? Alors la psychologie, c'est parce que je trouve que l'être humain est fascinant. Et je voulais essayer de comprendre, même de manière biologique aussi, comment l'être humain fonctionne au niveau de son cerveau et autres. Et aussi le mettre en relation avec tout l'environnement, comment on est influencé avec notre environnement. C'est plein de questions qu'on aborde en psychologie. Et moi, j'aimerais bien être chercheuse en psychologie et peut-être découvrir des choses de fou sur l'humain. Voilà, peut-être. Peut-être, dans quelques années. Et depuis que tu as commencé du coup ta chaîne YouTube sur des questions, est-ce que tu as découvert quelque chose que tu ne pensais pas découvrir ou appris quelque chose que tu ne pensais pas, un truc Je dirais que quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique, j'ai beaucoup traîné sur YouTube. Voilà, je regardais beaucoup de youtubeurs politiques aussi. Parce que c'est vrai que quand on est jeune, ça nous parle plus que juste les discours politiques de personnes connues. Et en fait, au début, j'ai été élevée dans un environnement très de gauche et j'avais pas trop de nuances. Et même si actuellement, je me considère encore comme de gauche, je pense que depuis que j'ai ma chaîne YouTube, depuis que je m'intéresse plus à la politique, j'arrive à comprendre tout le monde. Et tandis qu'avant, c'est plus quand les gens n'avaient pas le même avis politique que moi, je comprenais pas. Je me disais, mais c'est soit ils sont idiots, Oh les pauvres.
soit c'est qu'ils n'ont pas d'empathie, ou je sais pas, enfin, par exemple des gens de droite. Et donc maintenant je pense que j'arrive à comprendre tout le monde. J'ai quand même mon avis, mais ça m'a permis de m'ouvrir à pourquoi les gens en arrivent à penser telle ou telle chose. Ok. Est-ce que tu penses que tout le monde devrait s'intéresser à la politique? Oui, Pourquoi? je pense que c'est essentiel parce que on l'a d'autant plus prouvé ces dernières années que forcément l'environnement ça nous influence et la société nous influence. Et sauf que s'intéresser à la politique, c'est s'intéresser à quelle société on veut. Et la société qui rétroactivement va nous forger. Et donc je pense que c'est essentiel parce que ne pas s'intéresser à la politique, c'est croire qu'on peut s'extraire de la société. Or ce n'est pas possible, on fait partie de cette société. Et donc dans ce cas-là, il faut savoir ce que l'on veut, qu'est-ce qu'on veut comme environnement, plutôt que totalement s'en désintéresser et après râler parce qu'il y a telle ou telle chose qu'on n'aime pas, tandis qu'on s'y est jamais intéressé. Donc je pense que c'est important de s'y intéresser. Après, ça veut pas dire que ça va nous donner du pouvoir, clairement pas, mais au moins s'y intéresser, voir quels sont nos leviers d'action ou autre. D'accord. Ah non, c'est intéressant. Parce que moi, par exemple, je ne m'intéresse pas trop à la politique. Et maintenant, j'y pense, j'étais en train de discuter avec des amis la dernière fois sur... je sais plus de quoi on parlait. On parlait du fait que les impôts chez les mecs très riches sont très élevés. Et on se demandait pourquoi, en fait. Et moi, j'étais en mode... pourquoi est-ce que je travaillerais énormément toute ma vie, que je gagnerais énormément d'argent et qu'on me prélèverait autant d'argent, en fait? Et là, je suis en train de me dire que c'est quelque part lié à la politique. Quelque part, c'est des trucs qui sont décidés par les mecs qui sont élus, votés, je sais pas comment ça marche. Oui, bah, c'est ça, mais en fait, c'est-à-dire que toi, tu as plus une vision, on va dire, plus de droite sur ce point-là précisément. Parce que au final, les personnes de gauche, c'est plus la socialisation des richesses. Enfin, tu répartis le plus possible les richesses pour qu'au final, les gens n'aient pas d'énormes différences entre eux. Donc forcément, dans une politique économique de gauche, tu vas, si quelqu'un gagne énormément, tu te dis bah non, pourquoi lui gagne énormément et l'autre pas beaucoup, bah on va prendre une grosse partie et on va la donner à l'autre. Mais après, ça reste quand même, enfin la personne riche, elle est quand même riche, même après qu'on lui est prélevé. Justement, c'est ce qu'on disait quand même, quand on lui prend énormément, en fait, il reste. Parce qu'après, si tu lui riche. prends trop, forcément, elle va plus avoir envie de travailler autant pour gagner plus de richesses si au final tu lui prends trop. Mais pour l'instant, on n'en est pas à ce stade. Donc, non, mais oui, du coup, c'est important de... Peut-être que je vais commencer à m'intéresser à la politique. Mais après, la politique, c'est pas juste ce que tu penses en mode les élections présidentielles, les candidats, etc. C'est même le quotidien, enfin même la manière dont tu organises ta mini-société au quotidien, la manière dont tu gères tes relations avec les gens, etc. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui parlent, je sais pas, de féminisme, d'antiracisme ou autre. Ça, c'est politique, tandis qu'au final, il n'y a pas de rapport avec... la politique dure de laquelle on parle. En fait, c'est partout. Est-ce que tu penses du coup que tes connaissances dans le domaine de la politique t'aident dans la vie de tous les jours, dans tes interactions et tout? Est-ce que tu penses que tu ne serais pas autant intéressé par la politique, tu agirais différemment? Oui, je pense que ça m'aide à essayer de trouver une cohérence un peu dans la manière de gérer la société. Et parfois aussi, quand par exemple il y a certaines choses que je n'apprécie pas qui se passent dans la société, la gestion de telle ou telle chose, je me dis ah oui, mais peut-être qu'eux aussi ils avaient tel problème à gérer, donc ça en amène à avoir géré ça comme ça. Donc je pense que ça permet de mieux comprendre et de mieux accepter certaines choses. Est-ce que tu as toujours eu cette ouverture d'esprit par rapport à tout en général, j'ai envie de dire, par rapport au fait de rester ouvert à différentes propositions qui pourraient arriver ou à différents points de vue? Oui, je pense, mais après, ça veut pas dire que je jugeais pas. Enfin, j'ai toujours jugé, mais j'étais quand même trop curieuse pour juste juger et laisser tomber l'idée. En général, j'étais là, bah ça me paraît un peu idiot, mais je vais quand même écouter au cas où. Et des fois, quand j'ai écouté, j'ai trouvé que finalement, ça avait une certaine cohérence, c'est juste que j'étais pas allée assez loin dans l'idée. D'accord, intéressant. Et par rapport au jugement, est-ce que tu penses que c'est bien de juger? Je pense que c'est même pas une question de bien ou mal, c'est un réflexe intérieur. Mais après, c'est plus qu'est-ce que t'en fais qui est important. Est-ce que tu vas directement balancer ton jugement à la personne? Là, pour moi, c'est négatif, il faut pas faire ça. Ou est-ce que tu vas essayer de comprendre ton propre jugement, d'être là, pourquoi j'ai réagi comme ça intérieurement, etc. Là, c'est ça. Je pense que le premier jugement, c'est instinctif. Donc, bon, voilà. Mais après, ce que t'en fais, c'est important. D'accord. En fait, c'est la façon dont c'est ce que tu fais de ton jugement, en fait. Oui, voilà, c'est ça.
Comment t'as découvert YouTube? Comment t'avais découvert Alors YouTube? au tout début, c'était vraiment les youtubeurs podcast, Ouais. en mode T'écoutais Natou, Ah ouais? Norman, Ouais, etc. ouais. Et c'était un humour qui marchait énormément à l'époque et moi ça m'avait amusé. Après j'ai commencé à découvrir YouTube à travers ça. Ok. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis. Je trouve que le public français regarde beaucoup justement ce genre de youtubeurs très divertissants, comiques, etc. Et moins de sujets comme les tiens ou comme les miens quelque part j'ai pas envie de dire qu'ils font réfléchir, mais qui sont un peu plus sérieux. Et Mais ça, je pense qu'il y a différentes explications. Bon, déjà, les youtubeurs comiques parfois peuvent quand même faire passer des messages, Ouais. c'est juste une autre manière. Mais après, je pense que tout dépend de ton état d'esprit dans la journée. Enfin, par exemple, quand tu rentres des cours et que juste t'es fatigué, tu vas pas regarder une vidéo de politique. c'est sûr. Et donc, je pense qu'il faut juste arriver à trouver des moments où ton cerveau est disponible et là, avoir la curiosité. Et il y a certaines personnes qui l'ont pas. Mais il y a d'autres personnes, j'ai l'impression que c'est juste qu'elles sont trop fatiguées par la vie et que c'est pour ça qu'elles regardent pas des vidéos sérieuses tout le temps. Ok. Un conseil justement à des personnes qui... Si tu devais donner un conseil à des personnes pour qu'ils soient plus ouverts d'esprit, pour qu'ils essaient de voir plus et, je sais pas, essayer de voir plus en fait, ce serait quoi? Bah, je pense qu'il faut déjà arriver à comprendre que l'ouverture d'esprit, c'est pas que par rapport aux autres, c'est pas juste pour être bienveillant par rapport aux autres, c'est déjà par rapport à toi-même. Parce que tu rates tellement de choses si tu restes comme les chevaux qui ont leurs deux visières sur les côtés. Forcément, tu rates énormément de compréhension du monde. Et je pense que l'ouverture d'esprit, ça passe beaucoup par l'empathie, enfin en tout cas pour moi. Parce que en général, je commence mon ouverture d'esprit par les sentiments des gens, enfin pourquoi ils en sont arrivés à telle ou telle idée, mais avec leurs émotions ou autres. Et après, ça me permet d'avoir de l'empathie qui me donne l'envie d'aller plus loin et de comprendre. Mais après, je sais que chacun a un peu ses techniques. Moi, c'est plus que je me dis, ah tiens, cette personne, elle a telle idée, mais aussi qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'elle ait telle idée. Enfin, je m'intéresse vraiment à la personne en elle-même. Et après, ça m'amène à ses idées. Et c'est intéressant. Et ça a toujours été comme ça? T'as toujours été empathique ou c'est venu avec le temps? Je dirais que j'ai toujours été empathique, mais quand on est petit, on est quand même assez malléable et on n'a pas forcément toujours une morale aussi développée. Enfin, j'avais de l'empathie pure et dure, mais par exemple, maintenant, je respecte beaucoup la nature, les animaux, etc. Mais quand j'étais petite, une fois, j'ai pris une raquette électrique et juste courais dans mon jardin et je grillais des moucherons sans aucune... Maintenant, tu le ferais plus? Sans aucune empathie. Bah non, je le ferais plus, parce que je me dirais ça se fait pas pour les insectes qui ont été grillés. Ça n'a aucune utilité et C'est juste ça m'amusait ou écraser des mouches ou des moustiques, ça m'amusait. Tandis que maintenant, j'ai développé mon empathie, mais j'en avais déjà de base, mais c'est juste qu'au début, je me disais pas, il y a d'autres individualités, faut pas que je les tue sans aucune raison. Donc je pense que ça se développe aussi, oui, mais il y a quand même une base. Du coup, tu respectes la vie jusqu'à la vie des insectes? Oui. Ah, intéressant. Et qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais du coup dans ton comportement qui a changé pour protéger justement la nature, les animaux? J'ai l'impression que c'est important pour toi. Oui, ça c'est très important. Mais après, je pense que de plus en plus de personnes justement font attention à ça. Ouais. Je pense que ça passe par le mode de vie en général. Enfin, c'est-à-dire avoir un mode de vie très écolo en général. Parce que bon, au-delà de l'alimentation, c'est ce dont on parle beaucoup, mais c'est d'éviter les produits d'origine animale, etc. Je pense que si on change pas notre mode de vie de manière globale et qu'on détruit la planète, indirectement aussi ça tue énormément de biodiversité. Mais après ça, je pense que c'est pas uniquement à un niveau individuel, ça se joue aussi à un niveau politique, etc. Mais on peut commencer par le type d'achat, acheter plus ce qui vient de France, moins acheter, parce qu'on est dans une société de consommation, mais beaucoup moins acheter, ça c'est très important. Et oui, faire attention à son alimentation et être même bienveillant au quotidien. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui juste vont voir une abeille et vont vouloir l'écraser. Ouais, j'avoue ça. C'est inutile en fait, tandis que les abeilles, on en a besoin, c'est super utile. Donc oui, je pense que c'est ça. Est-ce que tu penses que la Terre est vouée à l'échec? En fait, est-ce que tu penses qu'on pourra arriver à retourner la situation par rapport au réchauffement climatique, par rapport à la pollution, par rapport à tout ça? Alors honnêtement, j'ai peu d'espoir, mais... mais ça veut pas dire qu'il faut arrêter d'agir.
Mais après, je pense, après y avoir réfléchi, je pense que notre espoir, ce serait de lier à la fois une diminution de notre consommation excessive, de notre production excessive, et à la fois des nouvelles technologies, une avancée scientifique qui ferait qu'on pourrait arriver à peut-être inverser certains phénomènes, mais c'est très osé, parce que bon, si on dit on va dégazifier l'atmosphère de CO2 avec des machines technologiques, il y a beaucoup de gens qui seraient là, oula. Mais je pense que si dans tous les cas on sait qu'on est à un point de rupture, il faut faire quelque chose, même si c'est risqué. Donc pourquoi pas justement les nouvelles technologies. Parce que il y a une chaîne que j'aime beaucoup qui s'appelle, le nom est compliqué, je vais l'écrire parce que c'est trop compliqué. Kurzgesagt in a nutshell, bref, c'est une chaîne allemande qui fait des petites vidéos scientifiques sur tout et n'importe quoi. C'est vraiment ultra stylé avec des petites animations. Bref, je crois que c'est ma chaîne favorite actuellement. Et ils ont expliqué un truc qui disait que même si une personne arrêtait de manger de la viande, là j'ai arrêté de bouffer de la viande pour le restant de mes jours, que je bouffais jamais de la viande depuis ma naissance, ça équivaudrait à 1 minute de production d'une usine quelque part en Chine ou je sais pas quoi. Oui, mais ça paraît toujours dérisoire en fait, les petites C'est ça, actions et du coup je me disais, c'est tellement dérisoire tout ce qu'on fait, est-ce que ça vaut la peine de le faire? Je pense que ça paraît dérisoire parce qu'on n'est qu'un seul petit individu, mais si tous les petits individus font des choses, au bout d'un moment, à grande échelle, ça a un impact. Et puis justement, même tes usines en Chine, si elles existent, c'est aussi pour te produire certaines choses. Donc au final, ta consommation, ça influe sur cette usine. Si tu achètes rien à la Chine, l'usine, elle n'existera peut-être pas. Et moi, je suis pour vraiment une forme de souveraineté française et qu'on soit totalement autonome le plus possible et qu'on achète en France, etc. Que ce soit plus des petites entreprises, dans l'idéal. Mais pour ce cas-là, faut changer totalement notre consommation. Parce que si je dis ça, mais qu'à côté, j'achète tous mes vêtements chez Chine ou autre... c'est pas compliqué. Cohérent, quoi. Ça pose problème. Mais du coup, tu penses que ça devrait... parce que c'était une idée aussi qui était dans la vidéo que j'avais regardée, est-ce que tu penses que ça devrait venir du coup d'en haut, des sortes de réformes qui devraient arriver des dirigeants pour quelque part imposer des règles pour qu'on puisse arriver en fait? Parce que si on dit que chacun doit le faire, s'il veut, personne ne le fera au final. Est-ce que tu penses qu'on doit nous forcer à le faire? Je pense que déjà les personnes qui ont les moyens de changer, qu'elles changent. Mais après, on peut pas dire à tout le monde ne prenez pas tel truc, prenez des voitures pas polluantes, etc. Parce que tu as des personnes qui juste n'ont pas l'argent, par exemple, pour... Donc je pense qu'à la fois, il faut qu'il y ait des mesures gouvernementales, mais à la fois que les gens qui peuvent changer le fassent. Mais après, je comprends qu'il y ait des limites individuelles. Même, justement, j'avais vu une vidéo d'une femme qui disait qu'elle était écolo, mais qu'une fois qu'elle a eu un enfant, ça lui prenait tellement de temps d'être un peu une mère écolo, parce qu'elle voulait même prendre des couches non jetables, etc. Que juste elle avait pas la patience en fait. Et juste je peux comprendre que des gens n'aient pas la patience. Donc je pense qu'il y a quand même des grosses mesures gouvernementales, mais en même temps si on attend que ce soit le gouvernement qui prend les mesures, on peut attendre longtemps. C'est vrai. Une question que je pose souvent du coup dans ces podcasts, c'est... Ça n'a rien à voir avec l'environnement, le changement de sujet. C'est la vocation. Est-ce que tu crois en la vocation? Est-ce que tu crois que on arrive tous sur cette terre avec une mission, un truc à faire qui nous est prédestiné, un truc pour lequel on est fait? Alors je pense qu'en quelque sorte, on pourrait dire que oui, chacun a une vocation, parce que chacun a une génétique différente, et que selon ta génétique, tu vas être plus ou moins fort dans certaines choses. Par exemple, moi je sais que j'aime bien dessiner et que de base, je dessine plutôt bien. Et si par exemple de base je dessinais pas bien, j'aurais beau m'entraîner, je ne serais jamais arrivée à mes résultats actuellement. Donc je pense qu'il faut arriver à trouver notre fibre de base qui nous est avantagée et essayer de l'exploiter un maximum. Et que dans ce cas-là, si tout le monde arrive à exploiter ses forces, on peut être dans une société qui juste avance super vite et extrêmement puissante. Donc je pense qu'il faut juste arriver à trouver, parce qu'il y en a qui disent ouais mais moi j'ai pas de passion, j'ai rien que je sais bien faire. Je pense que ça n'existe pas, je pense pas que ça existe. Je pense que c'est juste qu'ils pensent à des choses classiques en mode ouais je suis pas fort en des matières scolaires ou j'en sais rien. Mais des fois c'est des gens qui sont hyper forts dans le social ou dans certaines choses. Si tu exploites vraiment à fond cette chose-là, ça peut être ta vocation. Effectivement. Et comment tu ferais pour trouver du coup la chose dans laquelle t'excelles ou
t'es fort, où t'es doué. Il faut toujours tester plein de choses. Mhm. Il faut rester ouvert à l'expérience et justement rencontrer des gens vraiment différents qui ont différentes passions. Parce que souvent la passion c'est un peu contagieux aussi. Mhm. Si tu vois quelqu'un qui est, je sais pas, passionné de skateboard Mhm. et il va essayer de t'apprendre et après tu peux peut-être voir que c'est pas trop ton truc ou que c'est Mhm. plus ton truc. Mais il faut trouver déjà des gens de base qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font. Ouais. Ce serait quoi toi, si tu devais dire c'est ta vocation? Euh, T'es venu sur cette terre pour faire quoi? Moi je sais que de base ma vocation c'est l'art. Ouais. Mais que j'ai pas envie de mélanger l'art à l'argent, enfin pour l'instant dans ma vie. Ce qui fait que je fais de l'art dès que j'ai du temps libre, Mhm. mais que sinon c'est la psychologie que j'utilise comme métier en fait. Tu penses pas que tu peux lier les deux? Je pense que c'est possible, mais pas forcément dans l'art. Enfin, c'est possible de lier vocation, métier, etc. Mais moi, Bon, on saura jamais où est-ce qu'on s'était arrêté. Problème technique. Faut que je pense à regarder la caméra quand je parle. Elle était noire en fait. Et on ne sait pas où est-ce qu'on s'est tu arrêté. ne regardais que moi. C'est ça en fait. Entre-temps, on a parlé Du bonheur. du bonheur, Ouais. de la vocation. Si ça a enregistré. Si c'est enregistré. Et sinon, tant pis. Voilà. Vous ne saurez pourquoi jamais. je suis heureux. Exactement. Un conseil à quelqu'un qui voudrait être heureux. Oula, très bonne question. Je pense qu'il faut arriver à trouver déjà une valeur, un sens à la vie. pense que Comment c'est trouver très justement important. ces valeurs et un sens à la Parce vie? que déjà, si ta vie n'a aucun sens, c'est quand même un peu dur d'être heureux. À part si vraiment t'es totalement dans l'instant présent, je sais pas, une philosophie un peu bouddhiste ou j'en sais rien, mais sinon, je pense que trouver un sens à son existence, c'est arriver à tirer l'essence de ce qui est important pour toi dans la vie. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est, je sais pas, pour toi, la valeur fondamentale, ce serait de t'occuper de tes proches, ce serait ceci, cela. Après, ça, c'est assez personnel et je pense que c'est vraiment une question de ressenti. Mais en général, quand tu fais les choses, tu te rends compte que cette chose-là, t'es satisfait quand tu vis de manière alignée avec cette valeur-là. Et en général, c'est pas qu'une seule valeur, c'est un peu un ensemble et tu crées ton schéma de valeurs. Et après, une fois que tu as identifié tout ce qui faisait que tu te sentais aligné avec toi-même, il faut essayer de les appliquer le plus possible au quotidien. Enfin, c'est ce que tu disais, en fait, c'est suivre des lignes que tu traces. Oui, c'est ça. Après, il y en a certains qui trouvent ça dans la religion, d'autres non. Ça dépend des gens. Si tu devais te donner 5 valeurs, ce serait quoi? Alors, je dirais que l'empathie, c'est une valeur très très importante. Après, je dirais la fiabilité. C'est-à-dire fiabilité. C'est-à-dire que quand je dis quelque chose à quelqu'un, je le fais. Enfin, juste ils peuvent compter sur moi. Je tiens à le préciser, je cherchais beaucoup de personnes avec qui faire des vidéos. T'es la seule personne à m'avoir dit je vais te recontacter, qui m'a recontacté. Il y en a personne d'autre qui m'a recontacté. Mais ils te disaient je vais te recontacter. Ouais, mais ils m'ont jamais recontacté. En général, quand je dis je vais recontacter. Je sais pas, mais bref, merci. Et après, donc fiabilité. Après, je dirais créativité, c'est très très important. Arriver à être un peu différent parce que je pense que la créativité, c'est arriver à trouver la valeur dans la différence et de nouvelles idées dans la différence, etc. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? La bienveillance, c'est très 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 important. Vraiment essayer de ne pas voir directement le mal en l'autre, mais plus le bien et essayer de comprendre si à première vue ça paraît quelque chose de négatif, pourquoi la personne a fait ça et peut-être que c'était pas si négatif que ça. Et après la dernière valeur, je dirais, c'est vraiment vivre, aimer la notion de collectivité, vivre au sein de la société, essayer d'être dans l'entraide, etc. Voilà. C'est intéressant le truc que tu disais de pas voir le négatif directement. Je sais plus c'était quoi la métaphore. En gros, c'est la métaphore d'une pièce, il y a pile ou face. Et généralement, les gens, ils voient soit pile directement, soit face directement. Et ils partent dessus. Je sais pas comment dire. Ils essaient pas forcément de voir
l'arrière de la pièce, l'arrière d'une situation ou l'autre côté l'autre facette d'une situation. Dès qu'ils sont face à quelque chose, ben, ils se disent soit c'est blanc, soit c'est noir. Mais clairement, mais c'est pour ça que moi j'ai du mal à trouver qu'une personne est fondamentalement... T'es en train de trembler là. Tu vois, je sais pas si ça se voit, mais il fait trop froid. Vas-y. Est fondamentalement mauvaise ou quoi. Enfin, il y a personne où je me suis dit c'est une personne vraiment méchante ou vraiment mauvaise. Est-ce que tu penses qu'il y a des personnes qui sont mauvaises? Je pense pas que fondamentalement ça existe. Je pense que c'est juste qu'elles ont un référentiel différent en fait. Il y a certaines choses qu'elles font qui leur semblent bonnes. Parce que par exemple, il y a des personnes qui vont, je sais pas, tuer d'autres personnes pour leurs valeurs. Bah pour elles, c'est être une bonne personne vu qu'elles ont suivi leurs valeurs. Mais pourtant, pour moi, elles ont fait quelque chose d'horrible vu qu'elles ont tué une autre personne pour leurs valeurs. Tu penses pas qu'il y a des gens qui font volontairement du mal? Bah, je pense qu'à chaque fois il y a quelque chose d'autre à tirer derrière. Après, si c'est une volonté vraiment égoïste, dans le sens faire du mal, tuer une mamie pour lui voler son argent, juste pour avoir plus d'argent soi-même, je trouve que oui, c'est un acte mauvais. Après, est-ce que je dirais à dire que toute la personne dans toute son existence sera mauvaise? Je sais pas. Mais pour le coup, oui, c'est un acte mauvais. Ok. Si tu devais te décrire en 5 mots, ce serait quoi? 5 adjectifs. Je pose cette question parce que c'est des trucs que je lis dans des livres et auxquels j'ai du mal moi-même à répondre. Et du coup, je veux voir si les gens... C'est ça, pour voir si les gens... arrivent à... Bah, en fait, ça reviendrait un peu à mes valeurs. Parce qu'en général, les objectifs que je me donne, c'est mes valeurs. Parce que moi, par exemple, j'essaie de trouver justement la direction à prendre pour ma vie. Et je me rends compte que j'ai du mal à répondre j'ai du mal à me décrire moi-même et à trouver qu'est-ce qui fait tu peux que... demander à d'autres personnes de te décrire. Personne répond à chaque fois, ça m'énerve à chaque fois. À chaque fois, j'ai envoyé des tonnes de messages et je dis décrivez-moi un truc et ils sont là, non, mais parce que vraiment c'est important parce que les personnes de notre entourage, au final, elles peuvent nous donner plein de caractéristiques et ça peut nous aider à trouver notre voie. Parce que surtout que parfois des personnes extérieures sont plus objectives que nous-mêmes. C'est sûr. Donc c'est quand même... Mais donc les proches, répondez-lui un peu. Répondez. Dites-moi en commentaire c'est quoi mes trucs s'il vous plaît. Et... Caractéristique, mémoire de moineau. Effectivement, putain ça fuse trop. Si il y avait un message que t'aimerais, que tu pourrais faire entendre à tout le monde sur la Terre, ce serait quoi? Je pense que ce serait toujours lié encore à la bienveillance. Ce serait justement essayer de, même si vous avez des réflexes de jugement premier, etc., essayer de les réprimer en soi et essayer de comprendre. C'est vraiment la compréhension de l'autre, essayer de poser des questions sur les autres, sur leur existence, etc. Et par exemple, il y avait une fille avec qui je parlais qui était contre... C'était quoi? C'était contre la PMA. C'est quoi la PMA? La PMA, c'est, bon, si je me trompe pas, c'est par exemple un couple lesbien qui va avoir un don de spermatozoïdes pour pouvoir faire un enfant ensemble et qui après, ou je sais plus, non, c'est peut-être les femmes seules. Enfin bref, il y avait une histoire comme ça. Et elle était contre. Et moi, au début, je comprenais pas trop. J'étais là, mais pourquoi t'es contre? Moi, je suis pas d'accord avec toi, etc. Elle me disait, oui, mais ça détruit la valeur de la famille. Après, la personne, elle est en recherche existentielle, etc. Donc au début, je comprenais pas. Et après, je lui pose des questions sur sa vie, enfin, elle me parlait un peu de son existence. Elle me disait qu'elle-même avait été en foyer, enfin, n'avait pas une famille construite, etc. Et j'étais là, ah oui, mais ok, mais en fait, je comprends la vie de la personne maintenant que je connais sa vie. Et donc, je pense qu'il faut pas essayer de s'éloigner en disant non, mais toi, t'as pas les mêmes valeurs, on va pas se comprendre, mais plus essayer de comprendre la logique derrière et pourquoi la personne a cet avis. Ok. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Bah, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, lâchez un pouce bleu. N'hésitez pas à aller regarder la chaîne de Fovaria. Votre cerveau va exploser parce qu'il y a beaucoup de questions. Avec toi en plus qui avec est moi. Vraiment de qualité. Et c'est tout. Abonnez-vous, tout ça. Et peace. Et n'oubliez pas, we gonna make it. Ah. Bon, j'espère que... Bon, c'est pas grave, ça ira. Donc déjà, je vais te poser la première question qui est, peut-on être rationnel et croyant? Mon Dieu, la question. Ouais, c'est du lourd, hein. Soyez indulgents. Est-ce qu'on peut être rationnel et croyant? Je viens d'une famille